remercie à tous d'être là, en plus à l'heure. Ça me rassure. Comme ça, effectivement, on peut bien enchaîner rapidement. Je vais faire une introduction extrêmement courte, effectivement, de table ronde qui s'appelle Green Commerce, engagement global. Effectivement, aujourd'hui, l'épidémie de la Covid-19 a ébranlé le monde entier et il devient essentiel de repenser des espaces de vente physique et de garantir une sélection plus fine des produits au profit d'une consommation résolument éthique. Ainsi, comment le commerce va-t-il allier les aspirations durables d'une part croissante de consommateurs et également avec la commande en ligne, et aussi comment faire face aux nouvelles ruptures des modes de shopping post-pandémie. Voilà, et pour ça, effectivement, j'ai 3 invités et je vais vous demander de vous présenter. Je vais commencer par Carole, nous dire un petit peu qui tu es. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Carole de Montgolfier. J'ai rejoint Fashion Cube il y a un peu plus de 6 mois. Fashion Cube, c'est un écosystème de marques qui ont toutes le même actionnaire. C'est Jules, Pinky, Orsay, Grain de Malice, Rouge-Gorge et j'en oublie une, Bisbille. Voilà, hommes et femmes. Et avant cela, j'ai passé un peu plus de 20 ans chez Carrefour, où d'abord j'étais dans les métiers de la finance. Et puis, comme beaucoup, je me suis dit un jour qu'il fallait donner plus de sens à ce que je faisais. Et donc, j'ai rejoint l'équipe RSE qui se montait chez Carrefour pour aider dans le développement de la stratégie de ce groupe. Voilà. Et depuis 6 mois, j'ai un nouveau challenge qui est d'accompagner et de coordonner la stratégie RSE des marques de Fashion Cube. Parfait. Merci beaucoup. Emmanuel. Oui, bonjour. Alors, donc j'ai une casquette triptyque en fait au sein de la société Caporal. Alors, Caporal, donc une enseigne de textile basée à Marseille. En général, on ne le sait pas. Donc, nous sommes en fait une ETI avec une centaine de magasins et environ 500 collaborateurs. Et donc, sur des collections hommes-femmes, enfants, donc distribuées majoritairement en France, mais aussi à l'étranger au travers de nos agents et dans différents pays. Donc, je parlais de triptyque me concernant, puisqu'effectivement, mon métier initial est d'être DRH, mais j'ai pris également une responsabilité informatique. Je suis directrice des systèmes d'information. Et à côté de ça, je coordonne les actions de la politique RSE de Caporal. Voilà, et en fait, on aura peut-être l'occasion de discuter tout à l'heure, mais je pense que les 3 fonctions se nourrissent les unes et les autres. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel. Ous. Bonjour tout le monde, Ous Ouzani. J'évolue au sein de Camaïeu, dont je suis directeur général délégué sur les sujets data, marketing et digital. Voilà, donc Camaïeu, je pense que c'est une marque que tout le monde connaît, qui a un peu plus de 35 ans, qui accompagne et habille les femmes sur une mode plutôt accessible et simple. On a 512 magasins en France, on est résolument omnicanaux, et donc les sujets de développement durable, d'offres éco-conçues, éco-responsables sont au cœur de notre stratégie. Parfait. Pour commencer, je voudrais bien que vous définissiez pour vous ce que c'est le green commerce. Ous, je te laisse débuter. L'idée en fait du green commerce, du green commerce, c'est d'avoir une capacité de développer une offre qui est à la fois éco-conçue, durable, sur l'ensemble en fait de la chaîne. Donc ça c'est un vrai sujet. L'idée c'est de pérenniser le cycle, c'est de rentrer dans le système économique qu'on appelle l'économie circulaire. Et l'idée, c'est de vraiment être présent sur tous les stades en fait, de vie du produit pour en diminuer l'impact. Et en fait, ce qui nous guide sur cette entité on va dire, d'économie circulaire et de green commerce, c'est d'évaluer l'impact qu'on peut avoir sur l'ensemble de la chaîne et en se disant que sur chacune de ces briques-là, on a une capacité d'être un peu plus efficace pour préserver on va dire le bien-être de nos individus, de nos clients et de nos fabricants. Parfait. Emmanuel, pour toi, le green commerce, c'est quoi? Alors, la définition est très complète, hein, donc si on m'avait posé la question en premier, j'aurais repris un certain nombre de choses qui viennent d'être dites. Peut-être un mot pour rajouter à ça, c'est que ce green commerce,
il est aussi sur tout le support au green commerce. C'est-à-dire que pour obtenir du green commerce, c'est-à-dire effectivement obtenir nos objectifs en termes effectivement de cycle de vie du produit, en termes d'économie circulaire, en termes de produits plus propres, hein, c'est aussi tout le positionnement d'une entreprise à un moment donné qui va permettre effectivement d'atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un peu la vision qu'on a aussi chez Caporal, c'est-à-dire d'avoir cette vision holistique du sujet, non pas seulement centrée sur le commerce, mais aussi sur tout ce qui va permettre le commerce autour. Parfait. Carole, pour toi, le green commerce? Green commerce, on en a échangé un peu et je trouvais que c'était un peu compliqué comme terminologie pour une industrie qui est considérée comme la deuxième plus polluante du monde. Donc, chez Fashion Cube, on considère quand même qu'on peut réussir à mettre en place une industrie qui a un impact positif en mettant en fait la circularité un peu au centre de l'élaboration, de l'évolution de nos produits, avec une philosophie qui est d'être en capacité de vendre avec au final 0 déchet. C'est ambitieux comme feuille de route, mais on y travaille et je pense que vous serez tous d'accord avec moi que ça marche par des petits pas et des petits succès successifs. Très clair. Alors, vous avez parlé d'éco-conception, de circularité, d'impact positif. Donc, tout ça, ce sont des idées. Concrètement, vous faites comment? Est-ce que je pourrais avoir des exemples, Emmanuel? Comment vous faites chez Caporal? Alors, juste un petit préambule. Comme j'avais dit en démarrage, j'avais un peu hésité à venir à cette table ronde parce que chez Caporal, on a vraiment une vision d'être assez humble sur la démarche. Et ça rejoint en fait ce que dit Carole. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on est dans une industrie qui est polluante. Et puis nous, on n'est pas nés avec l'éco-responsabilité, contrairement à d'autres marques qui ont éclos avec ça. Nous, on a été créé en 2004. Donc, on y est venu progressivement. Donc, on est venu par des initiatives qui, au départ, ont été des initiatives, je dirais, en ordre dispersé, hein, comme souvent, d'ailleurs, quand on y vient. Et seulement après, on a commencé à avoir une démarche un peu plus structurée, assez récemment, d'ailleurs. Et voilà. Et donc, pour répondre à votre question sur les initiatives qu'on a pu mettre en place, par exemple, une initiative qu'on a lancée il y a déjà quelques années, ça a été de s'intéresser finalement au jean, hein, puisque effectivement le jean est particulièrement pointé comme étant un produit particulièrement polluant dans ce qu'il est en termes de matière, de délavage, de traitement, de tout ce que vous voulez. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut essayer de faire avec ça, et on a eu l'occasion, on a eu l'opportunité de se dire on va faire une récupération de jeans. Donc à l'époque, c'était pas si fréquent. Aujourd'hui, je pense qu'à peu près beaucoup de gens s'y sont mis et c'est tant mieux. Donc l'idée, c'est de dire vous avez un jean, il est usé, vous avez envie de vous en racheter un. Qu'est-ce qu'on va faire de cette toile de jean? Donc ramenez-la en magasin, soit du Caporal ou autre chose, c'est pas grave. Nous, on va collecter et puis on va travailler avec la jeune création pour refaire de cette toile de jean quelque chose d'autre. Donc on va upcycler cette toile de jean, donc avec une petite capsule de produits. Donc, on a fait des sacs, des robes, des abat-jours, de ce que vous voulez, au gré des années et au gré des créateurs qui nous ont rejoints. Et voilà. Et donc, première initiative comme ça qui a émergé, je dirais un peu des inputs des équipes Caporal créatives au départ. Et puis ensuite, on a rejoint le Relais, qui est donc une association qui nous permet de récupérer, de recycler tout ce qui n'est pas upcyclé, parce qu'évidemment, l'opération a super bien pris. On s'est retrouvé avec des tonnes de jeans. On s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas upcycler autant de choses. Et donc, on recycle. Et donc, ce jean-là sert à isoler, à faire de l'isolant de maison, grâce au Relais, à l'association Le Relais. Et voilà. Et donc, ça, c'est une initiative concrète qu'on a pu mettre en place et qui nous a permis, ça a été un des premiers pas d'ailleurs, de Caporal vers une réflexion green
je dirais en start. Ça a été vraiment une impulsion. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel. Carole, chez Fashion Cube, est-ce que vous avez des exemples? Alors, chez Fashion Cube, on essaye en effet de revoir un peu tous nos process pour s'améliorer, mais je vais vous parler d'une de nos dernières actions qui je trouvais très intéressante. C'est que au lieu justement de revoir ce qui se faisait, on a lancé une nouvelle marque, qui est la marque Lille, qui a été lancée juste après le premier confinement, et qui est une marque de lingerie qui s'appuie sur l'expertise de Rouge-Gorge, donc notre marque de corsetterie, mais qui s'adresse uniquement aux jeunes filles avec une forte poitrine et avec des collections adaptées à chacune. Et l'idée, c'est de les adapter, de les accompagner en fait dans les étapes de leur évolution et de leur donner confiance en elles dans une période de vie en fait qui n'est pas toujours très simple à vivre dans un corps qui change. Et ces collections, elles ont été créées à partir de matières durables ou recyclées, suivant ce qui était disponible et qui permettait aussi d'avoir la qualité souhaitée. Elles sont traçables depuis le fil jusqu'au produit. Et ce concept est encore en évolution parce que là, sur les 6 derniers mois, l'idée était de continuer à travailler en fait le produit avec notre communauté de clients pour arriver à un lancement définitif début janvier. Ok, super. Merci beaucoup, Carole. Ous, chez Camailleux. En fait, je rejoins ce qui a été dit jusque-là. En fait, l'idée, c'est quand même d'aborder le sujet avec beaucoup d'humilité. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il est très compliqué de ressortir quelque chose en particulier, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on lance une initiative, on se rend compte que c'est un petit pas de fourmi quoi, dans l'histoire, parce que le sujet, il est tellement 360 dans l'économie circulaire. Comme le disait Madame Germani, en fait, on n'est pas né, nous, comme des DNVB ou des marques un peu plus récentes, en pensant en fait tout le circuit de manière éco-responsable. On est obligé de tacler un peu en 360 toutes les chaînes, en fait, tous les maillons de la chaîne de valeur de la mode. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont quand même des petits pas. L'élément intéressant, c'est que sur une entreprise de notre taille, beaucoup d'initiatives en fait sont venues un peu du terrain et un peu des équipes. On a effectivement essayé de structurer toute la dynamique un peu RSE, mais on a aussi beaucoup de choses qui ont été prises en main par les différents collaborateurs. Et en fait, il y a 2 éléments qui sont clés et qui vont un peu définir la manière dont on va avancer ces prochains mois, ces prochaines années. C'est qu'aujourd'hui, on a 30% de notre offre sur le mois d'octobre qui est éco-conçue. Donc, ça, c'est la statistique la plus récente. Dedans, on met surtout le travail qu'on mène autour des matières. Comme un certain nombre d'acteurs, hein, le coton bio, les jeans avec des empreintes un peu plus réduites sur l'environnement, du waterless, des matières recyclées. Donc ça, c'est un point qui est assez important et qui nous amène à avoir la volonté d'accélérer, pas uniquement sur, on va dire, la matière première, mais également sur les techniques de production, les techniques de conception, les modes de transport, et qui vont nous permettre d'être, on va dire, de plus en plus proches d'une ambition qui va nous permettre de dire qu'on commence à toucher du doigt l'éco-responsabilité. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a été la première marque à mettre en œuvre un circuit de seconde vie du produit. En fait, un circuit qui permet à nos clientes de donner une seconde vie à leur produit en utilisant la force en fait, de notre réseau et la force de nos points de vente. Donc, on a lancé ces services il y a 2 ans. Comme à peu près tous les acteurs, en fait, c'est du test and learn permanent. Donc, on a, au bout d'1 an, appris beaucoup de choses, notamment sur les parcours de la cliente, sur la manière dont on peut réintégrer des produits en fait, dans un cycle de vie, de seconde vie. Et donc, ça, c'est un élément aussi qui, je pense, se distingue pas mal Camailleux. C'est ce côté un peu de terrain, un peu proche du consommateur pour être capable de l'accompagner dans une problématique qui est prégnante en fait, dans son mode de consommation. Super. Alors, justement, comme vous n'êtes pas des Digital Native Vertical Brand et que vous êtes des PME avec un fort ADN, moi, je me demandais comment en interne vous faites pour emmener les gens, comment vous appuyez sur des gens qui sont peut-être en avance
Est-ce que vous avez des exemples pour nous expliquer cette transformation? Parce qu'effectivement, comme vous le dites, vous êtes très humble, c'est pas simple, c'est 360 degrés, mais voilà, vous mettez des choses en place et voilà, en interne, ça se passe comment? Emmanuel, peut-être? Alors, en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, on a développé des actions, j'en ai cité une parmi d'autres et effectivement, on est rentré par, l'éco-responsabilité et de manière générale sur une politique RSE, parce que c'est vrai que, là, on parle de green, mais nous, on a une politique aussi, sociale, sociétale, qui rentre Mmh. dans le socle de notre politique RSE. Donc en fait, on a mis en place des actions en mode un peu dispersé et puis au bout d'un moment, on s'est dit qu'on allait structurer ça. Donc, on a fait appel à une agence et là, on a véritablement structuré. Donc, l'idée maintenant, c'est que la politique RSE, elle doit être quelque chose qui irrigue dans toutes les directions parce que, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, le green commerce, c'est pas juste un produit qui va être éco-responsable ou c'est pas une action dans un magasin, mais finalement, ça part même de votre matériel informatique que vous recyclez dans votre service informatique jusqu'aux impacts sur les achats, les produits, la supply chain. Donc, c'est vraiment, ça concerne en fait toute l'entreprise. Le projet, alors chez nous, il est assez coordonné par la RH, par moi en tout cas, mais c'est vrai que ça va irriguer toutes les directions. Ce qu'on a permis aussi de faire, c'est l'émergence de groupes et en s'appuyant sur les collaborateurs, c'est ce que vous disiez aussi, la prise en compte un peu en bottom-up finalement des inputs des collaborateurs, ça on a essayé aussi de le faire. Un exemple concret, on a eu un groupe qui un jour est venu me voir en disant c'est super, on voit que vous faites plein d'initiatives, donc on aime beaucoup ça. Et nous, on a aussi des convictions en tant que collaborateurs, on aimerait aider. Je dis super, faites-moi des propositions. Là, je pars en vacances, vous revenez après mes vacances et venez à mon bureau, on voit ce qu'on fait. Et à ce moment-là, ils sont venus, effectivement, mon retour de vacances, je me suis dit, l'idée, elle va passer. Ils sont venus, ils ont dit, voilà, nous, on veut mettre en place un certain nombre de choses en entreprise. Et en fait, ils ont constitué un groupe, ils se sont créés un logo, ils se sont appelés les Cap Écolo et ils ont fait des propositions. Donc, ils se réunissent tous les mois avec des propositions. Alors, ils ont mis un ou deux exemples. Ils ont mis en place un marché de Noël bio. Ils ont viré tout ce qui est plastique de nos distributeurs. Et par extension, on n'a plus de bouteilles en plastique et on a mis en place des gourdes pour les collaborateurs. Et voilà, donc je vous donne des petits exemples un peu comme ça. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça montre que finalement, on a commencé par nos actions au niveau direction, etc. Et les collaborateurs ont été sensibilisés. Ça fait écho aussi à ce qu'eux vivaient dans leur quotidien, parce que la préoccupation, elle est aussi au niveau des citoyens. Les citoyens, c'est aussi nos collaborateurs. Et en fait, on a pu mettre en parallèle des actions. Alors, et c'est ce que disait Carole, c'est des petits pas, tout ça. Mais mis bout à bout, c'est vraiment un état d'esprit global qu'on essaie d'insuffler dans l'entreprise. Et à côté de ça, aujourd'hui, on est vraiment en train de structurer. On a une agence qui nous aide. Et l'idée, c'est tous les mois, on a la journée RSE. Et là, on regarde dans chaque direction. Il y a une to-do par direction avec des objectifs. Et là, on se fixe des objectifs plus quantitatifs avec des avancées. L'idée étant vraiment de professionnaliser une démarche qui, au départ, comme je disais, était plutôt un peu expérimentale et un peu au gré de la conviction des gens. Très clair. Carole, toi qui viens d'arriver récemment, tu viens de nous le dire, ça fait 6 mois, comment on fait pour mettre en place tout ça? Alors nous, on a une grande force, c'est d'être 6 marques en fait. D'accord. Et donc, ça fait d'autant plus d'expertise et d'autant plus d'idées. Donc, on fonctionne évidemment marque par marque, mais on a aussi ce qu'on appelle les clusters qui sont transversaux aux différentes marques, dans lesquels on attaque les sujets par sujet en fait. Et donc, ça fait que chacun dans sa marque fait des tests, des propositions partagées et qui ensuite sont ou pas développées, sélectionnées par les autres. Et parfois, quand elles sont vraiment très bonnes, on les, entre guillemets, on les impose aux autres marques. Mais par exemple, on a une politique qui est de ne plus avoir de plastique d'ici 2030, plastique à usage unique en tout cas. Et donc en ce moment, la question c'est Polybag qui enveloppe tous nos produits depuis l'usine jusqu'au moins à l'entrepôt.
pour lesquels la solution idéale n'existe pas, ou pas, en tout cas pas encore. Et donc, chacun teste, partage du papier, d'autres solutions, du plastique recyclé et recyclable. Et voilà, l'idée, c'est d'essayer de trouver une solution qui soit la meilleure avec le moins d'impact. Donc vraiment, il y a cet échange et cette force de collectif qui est assez impressionnante. Mon souci, en n'étant pas là depuis très longtemps, c'est de réussir à savoir tout ce qui se fait parce qu'il y a des initiatives positives dans tous les sens. Parfait. Ous, chez Camaïeu, comment vous appuyez sur l'interne? Comment vous faites pour changer tout ça en fait? C'est une dynamique en fait assez, mais je rejoins tout ce qui a été dit, c'est la force en fait du collectif. C'est ça qui est assez intéressant. Je fais rarement des métaphores sportives, mais là c'est clairement le sujet. En fait, on va le faire à deux niveaux. Le premier, c'est qu'on a intégré en fait toute la dynamique RSE de l'entreprise, toute la stratégie RSE au sein de la marque. Donc ça, c'est un point fondamental en fait de notre vision, c'est qu'on part du principe qu'une marque aujourd'hui et demain, soit elle est éco-responsable, soit elle n'existe plus en fait. Donc toute notre stratégie de marque doit être conçue, réfléchie, pensée avec une réflexion RSE. Donc ça, c'est un point qui est assez fort, puisque demain, des prises de parole, de la conception de produits, de la réflexion sur nos valeurs, nos marqueurs, notre tone of voice sera fondamentalement RSE et se doit de l'être. Donc ça, c'est la première partie qui est un peu voilà, quelque chose d'assez top-down, hein, mais qui va insuffler l'énergie jusqu'au magasin, jusqu'au dernier kilomètre. Et après, derrière, on a la chance d'avoir des équipes qui, en termes de génération, de toute façon, maintenant, les personnes voilà, qui bossent dans les équipes sont tous des trentenaires globalement. On a des nouveaux recrutés, on a des nouvelles personnes qui arrivent, qui rentrent dans les entreprises et qui sont, de toute façon, qu'on le veuille ou non, qui sont 100% RSE. Moi, j'ai pas du tout la prétention d'expliquer à un jeune homme ou une jeune femme qui sort d'école de commerce ce que c'est que le RSE. Enfin, il me regarde avec des grands yeux en me disant de quoi tu me parles, je sais très bien ce que c'est et j'ai été entre guillemets picousé à ça depuis maintenant 10 ans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque initiative, désormais, est un peu abordée au tamis, au vernis du RSE. Nos vitrines de Noël ont été conçues de manière RSE. Nos shootings de campagne ont été conçus de manière un peu plus éco-responsable. On ne fera jamais du 100%, mais chaque étape nous permet de gravir des petites marches. Et cette somme en fait, de collectif qui est assez puissante. Donc, on a la chance, nous, d'avoir 2500 collaborateurs, donc forcément beaucoup qui sont au siège et beaucoup également en magasin. Et en fait, quand on met un peu la dynamique collective, ça peut être quelque chose d'extrêmement puissant. Et puis, on se rend compte que c'est aussi créateur de valeur parce que, in fine, quand on a dans les différents critères en fait, d'analyse d'un projet, d'un produit, avant c'était du qualité, du délai, enfin, quel que soit le sujet, ben là, on intègre une dynamique RSE. Et donc, demain, moi, je serais ravi sur les sujets e-commerce, de nouvelles plateformes, d'intégrer les notions d'empreinte d'une plateforme e-commerce sur des choix stratégiques d'entreprise. Donc c'est aussi ça qui est assez chouette, c'est qu'on a cette capacité de le faire sur le terrain et toujours sur ce sujet au dernier kilomètre. Parfait. On a abordé la partie interne. Maintenant, je voudrais qu'on parle de la partie externe et notamment par rapport à vos clients et à vos clientes. Comment aujourd'hui vous les intégrez, vous les aidez ou eux, comment ils peuvent vous aider aussi à changer? Comment vous faites? Carole, est-ce que je pourrais avoir effectivement votre avis chez Fashion Cube? Alors, nos produits sont faits pour être vendus à des clients. Donc évidemment, notre produit doit leur plaire. Dans notre transformation, on utilise énormément justement la data. C'est un de nos vrais axes. On a même créé une filière une BU pour gérer en fait les données du groupe, pour permettre d'avoir la meilleure appréhension de l'attente de nos clients. Et ce qu'on fait de plus en plus dans notre politique zéro waste, en fait, donc zéro déchet, c'est de ne pas
quand on dessine, quand on imagine un produit, évidemment, on va tenter de le faire comme on imagine ou comme on a pressenti que le client le voulait, mais on ne va pas commander l'intégralité des volumes qu'on souhaite dans un premier temps. On va voir si jamais, justement, il rencontre l'appétence du client. Et sinon, on aura la possibilité de le modifier sur la fin de la collection. Donc, ne pas se retrouver avec des produits qui ne rencontrent pas l'assentiment du client. Parfait. Ous, chez Camaïeu, vous avez un gros réseau de distribution. Comment vous intégrez effectivement les besoins de vos clientes? Je remets mon micro. Ouais. Donc, on a également la volonté de s'appuyer sur la donnée. Donc, c'est un point en fait qui est extrêmement important parce qu'on a tellement de points de touche et de points de contact avec la cliente qu'on a cette capacité de remonter ses besoins, de remonter ses problématiques et on va dire ses volontés et ses souhaits en termes de produits. Donc l'idée, c'est en fait d'avoir un peu un double, ça va dans un double sens. C'est-à-dire qu'on se nourrit de notre cliente et on doit s'engager de plus en plus vers une dynamique de transparence. Si en fait on est uniquement à expliquer qu'on fait des produits éco-responsables ou éco-conçus, on se prend en fait un revers de bâton extrêmement puissant à chaque fois. Donc l'idée, c'est d'être le plus transparent possible dans ce qu'on fait et communiquer les informations les plus précises sur les produits, être capable de lui expliquer, d'expliquer à notre cliente comment est-ce qu'on a sourcé des produits auprès de quel type de fabricant. Donc ça, on ne le fait pas aujourd'hui, mais c'est un des principaux sujets. Et également dévoiler la transparence sur le prix de nos matières premières, notre chaîne de valeur et notre modèle de pricing. Donc on a fait des premiers tests, on a partagé à nos clientes des informations sur notre pricing sur des produits éco-responsables pour lui expliquer comment on faisait nos prix, comment on les construisait, où est-ce qu'on se sourçait. Et en fait, les retours sont extrêmement encourageants et extrêmement positifs. Et puis après, derrière, l'éco-responsabilité, elle passe aussi beaucoup par la durabilité et la qualité du produit. C'est-à-dire qu'on a cette double problématique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on vend le produit, le rapport produit n'est pas fini en fait. Et donc, un gros travail qui doit être fait, c'est une fois que le produit est vendu. Parce qu'on se focalise, enfin, chez Camaïeu, on s'est beaucoup focalisé sur les matières. Et effectivement, on fait un gros travail dessus. Mais en fait, un produit vendu, qu'il ait l'empreinte la plus faible qui soit, en fait, le sujet, c'est pas avant. Hein, c'est une fois qu'il est vendu, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on a parlé des dynamiques en fait, de seconde vie de produit qu'on a lancé. On a aussi beaucoup travaillé sur tout le sujet de l'upcycling qui nous permet d'être capable de récolter des produits, de les réintroduire dans le circuit et de générer d'autres types de produits en seconde vie. Et puis, toutes les informations sur la manière qu'on a de prendre soin de nos produits. Lorsqu'on achète un pull en cachemire, lorsqu'on achète un manteau, en fonction de si on en prend bien soin ou pas, sa durée de vie peut être multipliée par 2, par 3. Et donc, on a aussi cette dynamique qui est enclenchée de se dire, OK, on a vendu un produit, mais derrière, suivant comment on le lave, à quelle température, avec quel type de produit d'entretien, en fait, on est engagé dans une dynamique. Et donc, l'idée, c'est pas juste de se dire on l'a vendu, mais c'est d'être capable de nouer le lien et d'accompagner en donnant des informations que la cliente a parfois et que parfois elle n'a pas. En fait. Donc, l'idée, c'est d'être aussi présent sur ces sujets. Très clair, Ous. Emmanuel, chez Caporal, comment vous intégrez effectivement vos clients, vos clientes? Alors, nous, nos clientes, c'est des clients différents. Donc, puisqu'on est multicanal, dans la mesure où, effectivement, on a un e-commerce. Donc là, la communication, elle est plus digitale, elle est moins directe. Directe, évidemment, via nos magasins et ceux de nos franchisés affiliés. Et enfin, on a aussi des clients qui sont des multimarques ou des grands comptes tels que les grands magasins et autres, donc clientèle indirecte. Donc, on a différentes manières de communiquer avec tous ces clients-là. Alors, la première des choses, c'est effectivement la transparence. On en a parlé tout à l'heure, ça c'est très important et c'est un des objectifs qu'on s'est fixé. C'est dans notre roadmap, dans notre feuille de route
petit à petit, parce que comme je disais en démarrage, on est sur un chemin. On n'a pas vocation à afficher quelque chose de très abouti, hein, mais on avance étape après étape. Cette étape-là, c'est déjà d'expliquer ce qu'on achète. Et finalement, quand on explique ce que c'est, ça redonne de la valeur. Ça permet aussi, par exemple, sur certains produits, de se dire, tiens, c'est vrai que ce produit est peut-être un peu plus cher, mais il est plus cher pour une raison bien précise. Parce que c'est du coton recyclé ou du coton bio, du polyester recyclé ou je ne sais quoi. Parce que le délavage est respectueux aussi de la santé des hommes. Parce que c'est un produit made in France. On a une petite capsule de produits made in France qui s'appelle donc autour du jean. Donc c'est les jeans, la collection Jean de Nîmes. Voilà, avec le petit jeu de mots pour, n'est-ce pas, avec le de Nîmes. Et comme tout le monde le sait, le jean venant notamment de la ville de Nîmes. Voilà, voilà un petit, au passage. Donc voilà, donc déjà c'est toute cette notion d'explication, de transparence, ça passe par le labeling aussi, hein, tout ce qu'on met sur le produit pour expliquer. Ça passe aussi dans les magasins sur tout ce qu'on peut donner comme information dans le magasin, et ça passe en fait aussi par la formation des responsables de magasin aux actions que l'on mène. Typiquement, quand on a commencé à décoller sur notre opération Caporal Rachète et Recycle ton jean, à partir du moment où on a aussi bien expliqué l'opération à nos responsables de magasin et qui eux-mêmes ont pu être un vecteur de communication envers leurs clients. Voilà. Et puis après, on s'expérimente aussi au travers des inputs de nos clients. On regarde comment ils consomment. Par exemple, voilà, on voit le succès de la seconde main. On vient de lancer notre Caporal Vintage. On est beaucoup dans une modalité de test and learn. On essaye des choses, on voit si ça marche, on les développe, si ça ne marche pas, on fait autrement. Voilà. Et ça, c'est aussi en communiquant avec nos clients. Alors, on est aussi sur les réseaux sociaux, donc ils communiquent et ils ne se privent pas de nous dire les choses, hein, les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs. Voilà. Et c'est aussi un moyen pour nous d'avoir du feedback et de se nourrir de ça pour améliorer nos pratiques. Parfait. Moi, je vous propose de vous poser une dernière question. Et puis après, on passera aux questions dans le chat parce qu'il y en a plutôt pas mal. Si ça vous va, bien évidemment. Moi, ce que je voudrais savoir, on est en pleine crise du Covid, qui est une crise sanitaire, mais qui est également devenue une crise économique. Comment vos entreprises ont su s'adapter dans cette période plus qu'incertaine? Carole, peut-être? D'abord, je pense que ça a été de la douche froide. Du jour au lendemain, nos magasins ont été fermés. Nous, on avait fait le choix aussi de fermer nos sites e-commerce lors du premier confinement, au moins dans les premières semaines, pour laisser aux transporteurs la capacité pour parer au plus urgent. Donc, les équipes ont appris à fonctionner de manière différente, de manière agile, flexible. Elles ont dessiné une collection à distance en apprenant à se servir de la 3D, par exemple, pendant le premier confinement. Donc, belle avancée technologique, aussi très intéressante en termes d'impact, parce qu'on ne fait pas des échanges avec l'autre bout du monde de prototypes jusqu'à 3 prototypes pour un produit. Donc, elles ont construit une belle collection de cette manière. Maintenant, c'est pas évident de travailler à distance. D'un point de vue humain, pour les équipes, c'était pas simple de pas échanger. Et je pense que aujourd'hui, ce deuxième Confinement. ce deuxième confinement, il est vécu de manière peut-être un peu moins positive, parce que si on était dans une période différente de l'année, on était en début de collection, on avait le temps de faire évoluer un peu nos produits, de faire évoluer notre offre. Là, on est dans la période la plus chargée de l'année normalement, avec des magasins qui sont pleins de produits qui n'attendent que nos clients. Donc voilà. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on a réussi à rebondir de manière positive, agile et flexible. On espère pouvoir accueillir nos clients très rapidement dans nos magasins.
Très clair, Carole. Emmanuel, chez Caporal. Oui. Repréciser le cadre de la question, parce que du coup, on est Moi, parti je, dans beaucoup de moi, choses. je Et reprécise le cadre de la pour question. éviter que je garde la parole pendant 10 minutes. Non, il y a pas de souci. C'était effectivement, on est en pleine crise du Covid, qui est une crise sanitaire, qui est devenue une crise économique. Comment, chez Caporal, vous avez su vous adapter face à ça, tout simplement? Douche froide également, hein, de toute façon, comme disait Carole. Alors, on a été obligé de s'adapter très vite parce qu'on n'a pas reçu, de manière très concrète, hein, on n'a pas reçu nos produits à temps, on n'a pas produit comme on a voulu, nos magasins étaient fermés, on s'est retrouvé avec des stocks. Donc, enfin, voilà, il y a eu toute une série de choses. Rien ne s'est passé comme d'habitude. Donc, en fait, on a avancé déjà un petit peu au jour le jour. Alors, c'est vrai que chez Caporal, on a plutôt cette capacité-là. Après, on reste une ETI, hein, je vous disais, 500 collaborateurs. Notre siège, on est 100 personnes. On reste vraiment une société française à taille humaine. Et donc, c'est peut-être plus facile que dans des organisations qui sont plus grandes. On a alors l'impact du digital quand même, c'est-à-dire qu'on a pu présenter, par exemple, nos collections de manière digitale, ce qu'on ne faisait pas encore. Ça faisait partie de nos projets. Mais vous n'avez pas vos SMS, vous n'avez pas vos échantillons, vous faites comment? Vous faites une présentation virtuelle, alors qu'on pensait que ce n'était pas possible. Alors, en même temps, on dit souvent de la crise naît l'opportunité, hein, ce sont nos amis asiatiques qui disent ça. Eh bien, en fait, il y a un peu de ça aussi, puisque ça nous a fait nous améliorer de ce point de vue-là. Et du côté de la planète, c'est pas mal, parce que si on arrive à réduire le nombre d'échantillons aussi, c'est autant d'économies de produits non envoyés, etc. Voilà, donc ça a été une des choses sur lesquelles on s'est adapté. Après, on a dû s'adapter aussi en termes de création, parce qu'à un moment donné, surtout la première partie du confinement, on s'est retrouvé avec 100% de nos équipes en télétravail au moment où il fallait créer, au moment où les gens habituellement étaient ensemble, au moment où nos modélistes étaient en train de faire le bien aller sur les produits et ils devaient avoir les produits avec eux. Donc, ça a été du système D. Quand il a fallu, on est parti avec le PC sous le bras, les gens étaient chez eux, il se passaient les produits les uns les autres. Donc, voilà, donc, c'était vraiment en mode système D, en mode garage. Et finalement, on a réussi à faire ce qu'il fallait, mais voilà, on a beaucoup transpiré et surtout sur cette dernière période. Voilà, là maintenant, on espère qu'on va pouvoir reprendre un cycle un peu plus normal parce que même si évidemment on avait anticipé, on avait réduit le volume de nos achats pour les saisons, pour les saisons à venir parce qu'on se doute bien et puis on a des stocks, donc pour éviter du surstockage, on est toujours très attentif à ça. Mais plus la crise va durer dans le temps, effectivement, plus les choses vont devenir compliquées. Ok, très intéressant. Ous, chez Camailleux, comment vous êtes adapté à cette crise du Covid? C'est toujours particulier comme type de question. En fait, il y a Je sais. Non, et voilà, j'ai répondu. Ok, ça Non, marche. mais en fait, On passe aux questions du public. Non, le truc, c'est que en fait, j'ai pas envie de dire qu'on s'adapte en fait à cette crise parce que, in fine, chaque étape est un peu différente. La première, c'était un peu un coup de massue et comme tous les acteurs, on ne savait pas ce qu'on pouvait faire, pas faire, est-ce qu'il fallait maintenir le site, pas le site, est-ce qu'on pouvait livrer, pas livrer. Enfin, voilà, c'était des questions qu'on découvrait un peu en marchant. Donc, je pense qu'on s'est tous pris d'énormes claques lors du premier confinement et surtout rien n'était processé. Donc, on a découvert le truc. Alors, certains étaient mieux préparés que d'autres, mais on avait une palette d'incertitudes quand même assez folle. Donc derrière, on a tous, je pense, enclenché à la fois des mesures entre guillemets d'anticipation pour nos collaborateurs et puis un certain nombre de services pour nos clientes dans le cas où un tel épisode venait à se reconfirmer, ce qui a été le cas. Mais bon, manque de bol, on n'était pas non plus beaucoup mieux préparé, personne ne l'était. Par contre, la différence, c'est que 15 minutes après l'annonce du second confinement, on a tous passé quasiment une nocturne à lancer toutes les initiatives en 360 suite à ce confinement. C'est qui continue à servir la cliente, quelles sont les clientes à contacter, qu'est-ce qu'on fait comme sur les clientes qui, c'est des trucs basiques, hein, mais les produits qui sont coincés dans un centre de tri, comment on les amène. Enfin, donc des éléments très pratico-pratiques et en fait en quasiment 12 heures, le truc était réglé. Donc ça, c'était assez sympa, c'était assez chouette. Donc derrière, l'avantage aussi qu'on a, c'est que
à la différence du premier confinement, c'est que celui-là, on sait qu'on va en sortir. Bon. Il y a des débats en ce moment sur la date. Hein. Voilà, chacun Noël, pas parie, Noël. c'est le boulot des bookmakers. Mais en gros, à la différence du premier, le premier, je ne sais pas si on s'en souvient, mais on ne savait pas si on allait s'en sortir. Hein. Là, on sait que ça a une durée finie, ce qui fait que le lien avec la cliente est un peu moins brisé que ce qui pouvait l'être lors du premier confinement. Et donc, moi, dans mes sujets, je suis focalisé 100% polarisé sur le lien avec la cliente. En fait, c'est mon sujet principal. Et on se rend compte que depuis 3-4 semaines, le lien il est maintenu. Parce que la cliente, elle pose des questions sur les collections, elle pose des questions sur les produits. Bien évidemment, elle les achète en ligne. Bien évidemment, elle demande s'ils seront là à l'ouverture des magasins. Et donc, on a en fait cet élément qui, malgré le coup de massue, nous permet aussi de nous projeter sur des horizons un peu plus réjouissants, on l'espère, dès l'ouverture. Très clair. Il va nous rester 5 minutes. On va passer aux questions du public, qui sont plutôt assez nombreuses. Je vais commencer par Margot, qui vous demande « Bonjour, par quels moyens avez-vous développé votre canal de seconde main via un prestataire en physique, digital, figital? Merci de vos partages très humbles et inspirants. » Si tu veux répondre, Carole, Emmanuel, Ous? Oui, nous, en fait, Emmanuel? c'est digital, oui. Notre Caporal Vintage. Alors, on est allé en 2 fois. On a fait un premier essai. On a un peu tâtonné. Donc, après ce premier POC, on a dit, bon, ben voilà, on a fait un retour d'expérience qui était mitigé. Alors, plus une question technique d'ailleurs. Et là, on a amélioré tout ce qu'il fallait. Et là, on est sur un véritable lancement depuis ces jours-ci. Et pour l'instant, c'est que sur du digital, sur un mode digital. Ouais. Ok, très clair. J'ai une question de Emmanuel. Quelles actions concrètes sont engagées par vos enseignes pour éduquer à acheter moins, moins souvent, moins renouveler les produits dans une approche globale, durable? Les enseignes ont-elles intégré dans leur business plan cette tendance d'évolution du marché? Carole, Ous? Moi, je veux bien répondre. Carole. Je pense que de toute façon, tout le monde devra toujours s'habiller. Hein, donc, on aura toujours des clients. Ça, c'est clair. Maintenant, nous, on mise sur la qualité et pas la mode jetable. Donc, notre objectif, c'est d'offrir des produits qui puissent durer dans le temps. On a fait et on fait un gros travail là-dessus, sur les matières, sur la qualité de la confection de notre produit. Et d'ailleurs, dans le dernier 60 millions de consommateurs, notre jean de Jules a été plébiscité comme le meilleur rapport prix, qualité, solidité. Donc, c'est une belle reconnaissance de l'effort des équipes pour avoir des produits qui durent, donc acheter moins souvent. Parfait. On va prendre une dernière question et vous pouvez tous les 3 répondre. Et juste avant, vous demander, est-ce que je pourrais partager vos mails pour les gens en fait, qui sont très intéressés pour échanger avec vous après? Vous avez le droit de dire non. Hein. Aucun souci en ce qui me concerne, il n'y a pas de… Allons-y. Je partage plutôt mon LinkedIn si Ouais, moi aussi. c'est plus Moi simple. aussi, parce que au bout des 600 mails à la fin de la journée, voilà. Contactez-les, rajoutez-les comme amis, ils vont vous répondre de manière obligatoire. Voilà, s'y engage personnellement. Donc, dernière question de Camille. Pour accompagner vos consommateurs dans leur démarche de consommation responsable, vos marques seraient-elles prêtes à renoncer au Black Friday ou aux fortes promotions incitatrices à la surconsommation? Voilà, je pense qu'on finit bien. C'est une bonne question. Ouais. Bonne question. C'est d'actualité. Hein. C'est d'actualité. Moi, je veux bien répondre. Je pense que là, vous allez tous cette répondre, année, hein. la question du Black Friday, on a quand même plus d'un mois de confinement à récupérer. Donc, je pense qu'on est dans une année pas normale. Donc on a… je ne répondrai pas pour cette année. Mais cela dit, notre objectif, nous, c'est clairement de baisser les promotions en baissant les quantités commandées, en commandant au plus juste. Et donc, dans ce cas-là, en fait, en fin de promotion, on a peu de produits à proposer en solde. En fin de collection, pardon, on a peu de produits à proposer en solde. Et donc, voilà, naturellement, en fait, les produits soldés vont se réduire de manière drastique. Ok, très clair. Ous?
peux également répondre. En fait, c'est une question extrêmement intéressante parce qu'elle nous fait faire des nœuds au cerveau tout le temps. Ah, La forcément. problématique, c'est que concrètement, l'essence de la promo ou du Black Friday, etc., c'est de se dire on a un pic de consommation, donc effectivement, ça n'a pas de sens. À aucun moment, on va se dire on achète des produits pour ensuite les solder lors du Black Friday. Ça n'a pas de sens. Par contre, la problématique qu'on a là aujourd'hui, c'est que les produits sont déjà là. Et donc, je rejoins Carole sur le fait qu'on a, certes, on a énormément diminué de manière drastique nos quantités, mais on l'a pas fait en se disant on va avoir un mois de fermeture de magasin. Après 2 mois, il y a encore même pas un semestre. Donc, ces pièces, elles sont là et on va les commercialiser de manière raisonnée et raisonnable. Donc là aujourd'hui, on a pris des décisions sur le Black Friday et on communiquera dessus, mais un peu dans la mouvance de tout le monde. Hein, mais il ne faut pas non plus tomber dans le discours un peu hypocrite qui consiste à dire je ne fais pas le Black Friday, mais dans le parallèle, j'ai une page Black Friday qui redirige vers des tas d'offres, comme peut le faire un de nos concurrents bien connus. Donc, je ne donne pas de nom, pas de message. Moi, j'ai rien dit. Hein. Donc, de manière pratique, ça fait partie aussi des éléments où le consommateur n'est pas du tout bête. Hein. C'est-à-dire dire publiquement, je ne fais pas le Black Friday, mais j'ai une page qui s'appelle Black Friday sur mon site. Ça fait partie des éléments que nous, on ne veut pas faire. On n'est pas là-dedans. On ne va pas donner des messages dissonants. Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est très clé et cœur pour nous d'en sortir très vite. Emmanuel ? Aujourd'hui, je pense que c'est un problème totalement systémique, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand je dis systémique, c'est l'ensemble des acteurs du commerce et je pense aux grands acteurs digitaux dont je ne citerai pas le nom, n'est-ce pas, du e-commerce qui aussi sont quand même extrêmement… On ne cite pas les mêmes noms en fait, il me semble. Voilà, bon. Donc, on a quand même cette pression-là qui est extrême et sur des acteurs qui sont plus mineurs, c'est très compliqué de s'extraire d'une mouvance générale portée par des grands donneurs d'ordre. Donc, c'est très difficile de le faire sans effectivement se mettre soi-même en difficulté. Et néanmoins, on sait très bien que c'est la solution, c'est qu'il faut sortir de ça. Et en tant que marque, on ne peut pas se permettre à un moment donné de brader, c'est même quelque chose qui est un crève-cœur finalement pour les marques, de se dire, on passe notre temps à brader des choses, alors que nous aussi, si on met du cœur, qu'on a choisi aussi nos matières, nos produits avec soin, et finalement, c'est pour les retrouver à des prix qui ne correspondent pas à cette réalité. Donc là, en fait, pour faire ça, ça veut dire qu'il faut bien retravailler toute la différenciation de la marque. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir expliquer le pourquoi de la valeur. Donc, il y a aussi de la pédagogie certainement à avoir avec les consommateurs. Il y a aussi une part de responsabilité du consommateur à un moment donné de se dire non, je ne vais pas aller acheter le t-shirt à 8 €. Non. Et voilà, donc c'est vraiment, oui, la volonté y est, mais elle passe par énormément de démarches. Au sein des constructions de collections, au sein des grands donneurs d'ordre qui doivent être partie prenante de ça, au sein des consommateurs, du consommateur final aussi. Voilà, donc c'est un grand sujet, un grand chantier. En tout cas, nous, on en fait partie. Enfin, en tout cas, c'est un chantier qu'on a identifié, sur lequel on est en train de travailler. C'est un travail au long cours, mais on est dedans. Parfait. On va s'arrêter là.